Ich wage eine Erklärung. Schreiben ist der letzte Ausweg, wenn man einen Verrat begangen hat. Jean Genet. Ich legte die praktische Prüfung für den höheren Schuldienst an einem Gymnasium in Lyon ab. In Viertel La Croix-Rousse. Es war ein neues Lycée mit Grünpflanzen in dem Gebäudebereich, in dem die Verwaltung und das Lehrerzimmer untergebracht waren und einer Bibliothek mit sandfarbenem Teppich. Dort wartete ich, dass man mich für die Lehrprobe abholt. Ich musste im Beisein des Prüfers und zweier Beisitzer, sehr erfahrenen Französischlehrern, eine Unterrichtsstunde geben. Eine Frau korrigierte Klassenarbeiten, selbstsicher, ohne zu zögern. Ich musste nur eine Stunde alles richtig machen, dann dürfte ich es ihr ein Leben lang gleich tun. Vor einer 12. Klasse mit Schwerpunkt Mathematik analysierte ich 25 Zeilen. Man musste sie durchnummerieren aus dem Vater Goriot von Balzac. Il fallait les numéroter, du père Goriot de Balzac. Vous les avez traînés, vos élèves, m'a reproché l'inspecteur ensuite, dans le bureau du proviseur. Il était assis entre les deux assesseurs, un homme et une femme myopes avec des chaussures roses. Moi, en face. Pendant un quart d'heure, il a mélangé critique, éloge, conseil, et j'écoutais à peine, me demandant si tout cela signifiait que j'étais reçu. D'un seul coup, d'un même élan, ils se sont levés, tous trois, l'air grave. Je me suis levé aussi, précipitamment. L'inspecteur m'a tendu la main, puis en me regardant, bien en face, « Madame, je vous félicite ». Les autres ont répété « Je vous félicite » et m'ont serré la main, mais la femme avec un sourire. Je n'ai pas cessé de penser à cette cérémonie jusqu'à l'arrêt de bus, avec colère et une espèce de honte. Le soir même, j'ai écrit à mes parents que j'étais professeur titulaire. Ma mère m'a répondu qu'ils étaient très contents pour moi. Mon père est mort 2 mois après, jour pour jour. Il avait 67 ans et tenait avec ma mère un café alimentation dans un quartier tranquille, non loin de la gare, à Y, Seine-Maritime. Il comptait se retirer dans 1 an. Souvent, durant quelques secondes, je ne sais plus si la scène du lycée de Lyon a eu lieu avant ou après, si le mois d'avril venteux où je me vois attendre un bus à la Croix-Rousse doit précéder ou suivre le mois de juin étouffant de sa mort. C'était un dimanche au début de l'après-midi. Ma mère est apparue dans le haut de l'escalier. Elle se tamponnait les yeux avec la serviette de table qu'elle avait dû emporter avec elle en montant dans la chambre après le déjeuner. Elle a dit d'une voix neutre « C'est fini ». Je ne me souviens pas des minutes qui ont suivi. Je revois seulement les yeux de mon père fixant quelque chose derrière moi, loin, et ses lèvres retroussées au-dessus des gencives. Je crois avoir demandé à ma mère de lui fermer les yeux. Autour du lit, il y avait aussi la sœur de ma mère et son mari. Ils se sont proposés pour aider à la toilette, au rasage, parce qu'il fallait se dépêcher avant que le corps ne se raidisse. Ma mère a pensé qu'on pourrait le revêtir du costume qu'il avait étrenné pour mon mariage 3 ans avant. Toute cette scène se déroulait très simplement, sans cris ni sanglots. Ma mère avait seulement les yeux rouges et un rictus continuel. Les gestes s'accomplissaient tranquillement, sans désordre, avec des paroles ordinaires. Mon oncle et ma tante répétaient « Il a vraiment fait vite » ou qu'il a changé. Ma mère s'adressait à mon père comme s'il était encore vivant,
ou habité par une forme spéciale de vie, semblable à celle des nouveau-nés. Plusieurs fois, elle l'a appelé « mon pauvre petit père » avec affection. Après le rasage, mon oncle a tiré le corps, l'a tenu levé pour qu'on lui enlève la chemise qu'il portait ces derniers jours et l'a remplacée par une propre. La tête retombée en avant sur la poitrine nue, couverte de marbrures. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le sexe de mon père. Ma mère l'a dissimulé rapidement avec les pans de la chemise propre, en riant un peu. « Cache ta misère, mon pauvre homme. » La toilette finie, on a joint les mains de mon père autour d'un chapelet. Je ne sais plus si c'est ma mère ou ma tante qui a dit « il est plus gentil comme ça », c'est-à-dire net, convenable. J'ai fermé les persiennes et levé mon fils couché pour sa sieste dans la chambre à côté. Grand-père fait dodo. Averti par mon oncle, la famille qui vit à I est venue. Il montait avec ma mère et moi et restait devant le lit, silencieux quelques instants. Après quoi il chuchotait sur la maladie et la faim brutale de mon père. Quand ils étaient redescendus, nous leur offrions à boire dans le café. Je ne me souviens pas du médecin de garde qui a constaté le décès. En quelques heures, la figure de mon père est devenue méconnaissable. Vers la fin de l'après-midi, je me suis trouvé seul dans la chambre. Le soleil glissait à travers les persiennes sur le linoléum. Ce n'était plus mon père. Le nez avait pris toute la place dans la figure creusée. Dans son costume bleu sombre, lâche autour du corps, il ressemblait à un oiseau couché. Son visage d'homme, aux yeux grands ouverts et fixes de l'heure suivant sa mort, avait déjà disparu. Même celui-là, je ne le reverrai jamais. On a commencé de prévoir l'inhumation, la classe des pompes funèbres, la messe, les faire-part, les habits de deuil. J'avais l'impression que ces préparatifs n'avaient pas de lien avec mon père, une cérémonie dont il serait absent pour une raison quelconque. Ma mère était dans un état de grande excitation et m'a confié que la nuit d'avant, mon père avait tâtonné vers elle pour l'embrasser, alors qu'il ne parlait déjà plus. Elle a ajouté « Il était beau garçon, tu sais, étant jeune. » L'odeur est arrivée le lundi. Je ne l'avais pas imaginé. Relent doux puis terrible de fleurs oubliées dans un vase d'eau croupie. Ma mère n'a fermé le commerce que pour l'enterrement. Sinon, elle aurait perdu des clients et elle ne pouvait pas se le permettre. Mon père décédé reposait en haut et elle servait des pastis et des rouges en bas. Larmes, silence et dignité. Tel est le comportement qu'on doit avoir à la mort d'un proche dans une vision distinguée du monde. Ma mère, comme le voisinage, obéissait à des règles de savoir-vivre où le souci de dignité n'a rien à voir. Entre la mort de mon père le dimanche et l'inhumation le mercredi, chaque habitué, sitôt assis, commentait l'événement d'une façon laconique, à voix basse. Il a drôlement fait vite, ou faussement jovial. Alors, il s'est laissé aller, le patron. Ils faisaient part de leur émotion quand ils avaient appris la nouvelle. J'ai été retourné. Je ne sais pas ce que ça m'a fait. Il voulait manifester ainsi à ma mère qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Une forme de politesse. Beaucoup se rappelaient la dernière fois qu'ils l'avaient vue en bonne santé, recherchant tous les détails de cette dernière rencontre, le lieu exact, le jour, le temps qu'il faisait, les paroles échangées. Cette évocation minutieuse d'un moment où la vie allait de soi servait à exprimer tout ce que la mort de mon père avait de choquant pour la raison. C'est aussi par politesse qu'il voulait voir le patron. Ma mère n'a pas accédé toutefois à toutes les demandes. Elle triait les bons, animée d'une sympathie véritable, des mauvais, poussés par la curiosité. À peu près tous les habitués du café ont eu l'autorisation de dire au revoir à mon père. L'épouse d'un entrepreneur voisin a été refoulée parce qu'il n'avait jamais pu la sentir de son vivant, elle et sa bouche en cul de poule. Les pompes funèbres sont venues le lundi. L'escalier qui monte de la cuisine aux chambres s'est révélé trop étroit pour le passage du cercueil. Le corps a dû être enveloppé dans un sac de plastique et traîné,
plus que transporté sur les marches jusqu'au cercueil posé au milieu du café fermé pour 1 heure. Une descente très longue avec les commentaires des employés sur la meilleure façon de s'y prendre, pivoter dans le tournant, etc. Il y avait un trou dans l'oreiller sur lequel sa tête avait reposé depuis dimanche. Tant que le corps était là, nous n'avions pas fait le ménage de la chambre. Les vêtements de mon père étaient encore sur la chaise. De la poche à fermeture éclair de la salopette, j'ai retiré une liasse de billets, la recette du mercredi précédent. J'ai jeté les médicaments et porté les vêtements aux salles. La veille de l'inhumation, on a fait cuire une pièce de veau pour le repas qui suivrait la cérémonie. Il aurait été indélicat de renvoyer le ventre vide les gens qui vous font l'honneur d'assister aux obsèques. Mon mari est arrivé le soir, bronzé, gêné par un deuil qui n'était pas le sien. Plus que jamais, il a paru déplacé ici. On a dormi dans le seul lit à 2 places, celui où mon père était mort. Beaucoup de gens du quartier à l'église, des femmes qui ne travaillent pas, des ouvriers qui avaient pris 1 heure. Naturellement, aucune de ces personnes haut placées auxquelles mon père avait eu affaire pendant sa vie ne s'était dérangée, ni d'autres commerçants. Il ne faisait partie de rien, payant juste sa cotisation à l'union commerciale, sans participer à quoi que ce soit. Dans les loges funèbres, l'archiprêtre a parlé d'une vie d'honnêteté, de travail, un homme qui n'a jamais fait de tort à personne. Il y a eu le serrement des mains. Par une erreur du sacristain dirigeant l'opération, à moins qu'il n'ait imaginé ce moyen d'un tour supplémentaire pour grossir le nombre des assistants, les mêmes gens qui nous avaient serré la main sont repassés. Une ronde cette fois rapide et sans condoléances. Au cimetière, quand le cercueil est descendu en oscillant entre les cordes, ma mère a éclaté en sanglots, comme le jour de mon mariage à la messe. Le repas d'inhumation s'est tenu dans le café, sur les tables mises bout à bout. Après un début silencieux, les conversations se sont mises en train. L'enfant, réveillé d'une bonne sieste, allait des uns aux autres en offrant une fleur, des cailloux, tout ce qu'il trouvait dans le jardin. Le frère de mon père, assez loin de moi, s'est penché pour me voir et me lancer. « Tu te rappelles quand ton père te conduisait sur son vélo à l'école ?» Il avait la même voix que mon père. Vers 5 heures, les invités sont partis. On a rangé les tables sans parler. Mon mari a repris le train le soir même. Je suis resté quelques jours avec ma mère pour les démarches et formalités courantes après un décès. Inscription sur le livret de famille à la mairie, paiement des pompes funèbres, réponse au faire-part, nouvelle carte de visite, Madame Veuve A.D. Une période blanche, sans pensée. Plusieurs fois, en marchant dans les rues, je me suis dit « Je suis une grande personne. Ma mère, autrefois, tu es une grande fille, à cause des règles. » On a réuni les vêtements de mon père pour les distribuer à des gens qui en auraient besoin. Dans son veston de tous les jours, accroché dans le cellier, j'ai trouvé son portefeuille. Dedans, il y avait un peu d'argent, le permis de conduire, et dans la partie qui se replie, une photo glissée à l'intérieur d'une coupure de journal. La photo, ancienne, avec des bords dentelés, montrait un groupe d'ouvriers alignés sur 3 rangs, regardant l'objectif, tous en casquette. Photo typique des livres d'histoire pour illustrer une grève ou le Front populaire. J'ai reconnu mon père au dernier rang, l'air sérieux, presque inquiet. Beaucoup rient. La coupure de journal donnait les résultats, par ordre de mérite, du concours d'entrée des bachelières à l'école normale d'institutrices. Le 2e nom, c'était moi. Ma mère est redevenue calme. Elle servait les clients comme avant. Seule, ses traits s'affaissaient. Chaque matin, tôt, avant l'ouverture du commerce, elle a pris l'habitude d'aller au cimetière. Dans le train du retour, le dimanche, j'essayais d'amuser mon fils pour qu'il se tienne tranquille. Les voyageurs de première n'aiment pas le bruit et les enfants qui bougent. D'un seul coup, avec stupeur, maintenant, je suis vraiment une bourgeoise et il est trop tard. Plus tard, au cours de l'été, en attendant mon premier poste,
Il faudra que j'explique tout cela. Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom, comme de l'amour séparé. Par la suite, j'ai commencé un roman dont il était le personnage principal. Sensation de dégoût au milieu du récit. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. L'histoire commence quelques mois avant le XXe siècle, dans un village du pays de Caux, à 25 km de la mer. Ceux qui n'avaient pas de terre se louaient chez les gros fermiers de la région. Mon grand-père travaillait donc dans une ferme comme charretier. L'été, il faisait aussi les foins, la moisson. Il n'a rien fait d'autre de toute sa vie, dès l'âge de 8 ans. Le samedi soir, il rapportait à sa femme toute sa paye et elle lui donnait son dimanche pour qu'il aille jouer au domino, boire son petit verre. Il rentrait soûl, encore plus sombre. Pour un rien, il distribuait des coups de casquette aux enfants. C'était un homme dur. Personne n'osait lui chercher des noises. Sa femme ne riait pas tous les jours. Cette méchanceté était son ressort vital, sa force pour résister à la misère et croire qu'il était un homme. Ce qui le rendait violent, surtout, c'était de voir chez lui quelqu'un de la famille plongé dans un livre ou un journal. Il n'avait pas eu le temps d'apprendre à lire et à écrire. Compter, il savait.